À quelles conditions l'Europe redeviendra-t-elle une zone de croissance? C'est sur cette question que les économiques de Turgot ont invité à plancher Agnès Benassi-Kéré dans le cadre du Printemps de l'économie 2014. Printemps de l'économie dont le grand thème est la place de l'Europe à l'heure de la reprise mondiale. Bonjour Agnès Benassi-Kéré. Alors vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors quels premiers éléments de réponse pourriez-vous nous donner à cette question? À quelles conditions l'Europe redeviendra-t-elle une zone de croissance? Bon, je pense que le handicap principal aujourd'hui et pour un certain temps en Europe, pour la reprise de la croissance, c'est le surendettement, qui est toujours là. Si vous empilez l'endettement public et l'endettement privé, cet endettement agrégé ne décroît pas, c'est-à-dire que l'endettement privé décroît, mais l'endettement public augmente, et donc on se retrouve toujours avec le même stock de dettes. Et le gros risque aujourd'hui, c'est une espèce de spirale à la japonaise, avec un désendettement qu'on n'arrive pas à opérer en raison d'une inflation trop faible, qui éventuellement pourrait devenir négative, mais même déjà trop faible, c'est un handicap. Donc vous avez un endettement fort, donc un comportement de désendettement aussi bien des États que des entreprises et des ménages. Ceci pèse à la baisse sur la demande agrégée, la demande de biens et services dans l'économie européenne. Et donc l'inflation est extrêmement faible, voire devient négative. Du coup, on n'arrive pas à baisser le ratio d'endettement. Du coup, on refait encore du désendettement. Ça pèse encore sur la demande, etc. etc. Donc c'est une espèce de spirale négative qui nous menace. Alors, dans ces politiques pour le désendettement, elles ont déjà été engagées. On a eu des politiques d'austérité. Est-ce qu'au moins elles ont permis à l'Europe de regagner un petit peu en compétitivité? Est-ce que vous avez le sentiment là? Donc un certain nombre de pays ont regagné en compétitivité. Notamment dans le C'est Sud. tout à fait clair. Par exemple, l'Espagne, c'est tout à fait clair qu'elle regagne en compétitivité, au moins en compétitivité coût. Compétitivité prix, c'est moins clair, mais au moins les marges des entreprises se sont redressées. Et donc vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Ce qu'il faut bien regarder, c'est les parts de marché plutôt que le solde extérieur. Le fait que l'Espagne ait redressé son solde extérieur courant traduit aussi et surtout le fait que la demande s'est effondrée en Espagne et du coup les importations se sont effondrées. Et donc ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, le fait que les parts de marché augmentent pour l'Espagne, ou parts de marché mondial recule moins vite, disons, et que l'Espagne gagne des parts de marché sur la France, par exemple, c'est un signe tout à fait clair de redressement de la compétitivité. Mais est-ce que l'euro fort, qui s'apprécie depuis plusieurs mois à environ 1,40 $, est-ce que ça ne ruine pas les efforts qui ont été entrepris dans ces pays du Sud? Alors, il faut voir que le commerce de la zone euro, c'est essentiellement du commerce à l'intérieur de la zone euro. Donc, l'euro fort ou faible n'a d'impact qu'indirect. En fait, l'impact principal, c'est via le niveau d'inflation. Et là où l'euro fort nous handicape, c'est qu'il entretient une inflation très faible, puisque quand l'euro monte, les importations coûtent moins cher, et donc ça entretient une inflation très faible. Et donc, ça rend plus compliqué les ajustements de prix relatifs entre le nord et le sud, ou le centre et la périphérie. C'est surtout comme ça que l'euro faible, bon, aujourd'hui, on préférait un euro plus faible, même si l'euro n'est pas surévalué par rapport à une moyenne de longue période ou n'est pas surévalué par rapport à ce qu'on pourrait penser être le taux de change d'équilibre compte tenu de l'excédent extérieur de la zone euro dans son ensemble. Mais c'est vrai qu'un euro fort rend plus compliqué les ajustements de prix relatifs à l'intérieur de la zone euro, et donc en cela, c'est effectivement un handicap. Parmi ces conditions qui permettraient à l'Europe de redevenir une zone de croissance, faut-il compter, est-ce qu'un tournant dans la politique allemande est indispensable? Alors ça, c'est une grave question parce qu'effectivement, la zone euro souffre du fait que dans son ensemble, la politique budgétaire agrégée de la zone euro est restrictive. Et donc, comme on a une politique monétaire qui est un peu à bout de souffle, il y a encore des instruments, mais il n'y en a pas beaucoup, on ne sait pas très bien leurs effets. On est à un taux d'intérêt qui ne peut pas tellement descendre plus bas, on peut avoir un taux d'intérêt négatif, mais ça n'aura pas d'énormes effets. On voit que là, on n'a plus les instruments, et l'Allemagne serait un endroit où il pourrait y avoir un peu plus d'investissement public, par exemple. On sait que le taux d'investissement public en Allemagne est 2 fois moindre qu'en France, et même les entreprises commencent à se plaindre qu'il y a des trous dans les routes, des infrastructures, la mauvaise qualité des infrastructures. Donc on pourrait penser ça, mais l'Allemagne s'est dotée d'une règle budgétaire interne qui est inscrite dans la constitution allemande, donc ça va être extrêmement difficile de les faire bouger par rapport à ça. Donc ce qui peut se passer en Allemagne, en revanche, c'est une hausse des salaires qui se profile, avec l'effet direct du plein emploi ou du quasi-plein emploi sur les rémunérations, et puis sur l'effet du SMIC qui va être introduit prochainement. Donc ce qu'on peut espérer du côté allemand, c'est quand même un rebond de la consommation
et qui donne un peu d'un bol d'air. Avec le SMIC, par exemple. Par exemple, avec le SMIC. Alors, quelles sont, au niveau européen, les réformes qui resteraient à faire? Alors, au niveau européen, donc on est dans les grands chantiers, hein, on a l'union bancaire qui est en route. L'union bancaire, il ne faut pas avoir une vision trop technocratique de l'union bancaire. L'union bancaire, c'est l'économie réelle, en fait, hein, puisque le but de l'union bancaire, c'est réintégrer le marché financier, le marché des capitaux de la zone euro, de manière à ce que les financements puissent se développer partout en Europe au même prix. Et on est loin de ça. Et donc, l'union bancaire, c'est aussi la protection des déposants. Donc, la protection des déposants, le financement des PME, on voit qu'on est dans l'économie réelle. Hein, donc, il faut bien avoir ça en tête quand on parle de l'union bancaire. Ce n'est pas du tout une union bancaire visant, une fois de plus, à sauver les banques. Hein. Oui, c'est un petit peu étonnant, Voilà. puisqu'on a l'impression qu'on a privilégié plutôt la thérapie financière à des solutions pour l'économie réelle. Donc là, vous dites que les deux sont strictement liés. Ben oui, si vous regardez l'économie espagnole, les ajustements sont en cours dans l'économie espagnole. Quel est le problème? Le problème, c'est les financements des PME qui sont à des taux exorbitants. Donc quand vous avez une inflation qui devient négative et un taux d'intérêt qui est 2-3 points au-dessus du taux d'intérêt allemand ou français, pour les PME, ce n'est pas possible. Donc on voit bien que là, on a un verrou qui est très fort, qui est lié au financement. C'est pour ça que l'accent a été mis sur l'union bancaire. Maintenant, le groupe Eiffel, donc, qui est un groupe transpartisan, Dont vous faites partie. dont je fais partie, a fait des propositions, hein, et dit, donc, l'idée générale, c'est que la situation d'aujourd'hui, institutionnelle, et l'organisation de la politique économique n'est pas tenable dans la durée. Il faut clarifier la gouvernance, elle est devenue incompréhensible. La Troïka, c'est un mélange, on ne sait pas qui est responsable, la BCE, la Commission, le FMI, on ne sait pas. L'Eurogroupe, le président de l'Eurogroupe rapporte au Parlement néerlandais. Compte tenu de son pouvoir, on peut quand même se poser des questions. Donc tout ça n'est ni clair ni démocratique. Hein. Donc il y a un problème de légitimité. Donc ce qu'on propose, hein, c'est une évolution des institutions qui s'accompagnerait de la mise en place d'un véritable exécutif de la zone euro qui serait contrôlé par le Parlement européen et qui permettrait, mais ce n'est pas le seul aspect, d'avoir une capacité budgétaire au niveau de la zone euro qui permette de compenser le fait qu'au niveau des États, on a des règles strictes. Et pour que les règles strictes s'appliquent de manière crédible, comme aux États-Unis, hein, les États ont des règles strictes, mais c'est compensé par un budget fédéral qui permet d'absorber l'effet de choc qui puisse toucher tel ou tel État. Hein. Par exemple, on peut penser au niveau de la zone euro d'avoir un pilier européen, par exemple de l'assurance chômage, qui se concentrerait par exemple sur le chômage compris entre 3 et 12 mois, donc qui est une période de chômage cyclique, donc ni le très court terme, ni le chômage de longue durée, et qui s'accompagnerait d'une portabilité totale dans la zone euro, donc permettant aux chômeurs de tenter leur chance dans un autre pays tout en conservant leurs droits, donc plus de mobilité, qui s'accompagnera avec des droits nouveaux, hein, et une certaine harmonisation des marchés du travail. Il ne s'agit pas de mettre le SMIC au même niveau dans tous les pays, mais par exemple, en pourcentage de salaire médian, on peut se poser la question. Donc on voit que là, on a un vecteur de modernisation de notre économie, y compris en France, et aussi un vecteur pour mettre un contenu dans ce concept un peu flou d'Europe sociale. Et également donc, un vecteur aussi pour amortir un peu les chocs. Donc quand une économie serait soumise par exemple à un choc sectoriel, c'est vrai surtout pour les petites économies qui sont peu diversifiées, eh bien les personnes qui perdent leur emploi à l'occasion de cette crise pourraient trouver un soutien européen. Donc on a solidarité contre réforme, ça paraît relativement équilibré. Reste à voir maintenant si c'est réalisable politiquement. Dernière question, Agnès Bénécy-Quéré, je m'adresse à la spécialiste du commerce extérieur que vous êtes. La zone euro est aujourd'hui une zone de super excédent, notamment en raison des excédents allemands. Est-ce que c'est un signe de bonne ou de mauvaise santé pour la zone euro? Alors une zone qui vieillit, hein, avec une démographie, une augmentation de la part des plus de 60 ans dans la population, c'est normal pour une telle zone d'avoir un excédent extérieur, hein, parce que ça traduit un besoin d'épargne supérieur au besoin d'investissement. Donc ce n'est pas pathologique si vous voulez, mais ça ne veut pas dire grand-chose en soi, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est important, c'est plus la dynamique des parts de marché mondiales, la dynamique de l'activité, parce que vous pouvez avoir un excédent parce que la demande s'est effondrée, donc les importations se sont effondrées, ce n'est pas forcément bon signe.
Donc le solde en soi n'est pas complètement... on ne peut pas dire si c'est un... Il y a du bon excédent, il y a du mauvais excédent. Donc mieux vaut regarder les parts de marché que les soldes. Agnès Benassi-Kéré, je vous remercie d'être venue sur Xerfi Canal. Merci.